Blondine du Crevon et son officier. 6e partie. Nouveau départ. Retrouvailles familiales. Friedrich, 7 mai 1945, en fin d'après-midi. Ce 7 mai restera gravé dans ma mémoire toute ma vie. J'avais enfin retrouvé la femme de ma vie et mon fils, moi, un prisonnier allemand, et ce, avec la bénédiction d'une armée franco-américaine, grâce à l'intervention de Gigi. C'est ce que j'explique à mon Emma, que je tiens étroitement enlacée, pendant le trajet qui nous ramène à Überlingen, entre les longs baisers que nous échangeons. Mon fils est endormi sur mes genoux. Contrairement à sa mère, dont je sens la fine ossature sous mes doigts, il se porte bien. Je suis certain qu'Emma s'est privée pour qu'il n'ait pas faim. Antoine l'a remarqué aussi. Nous n'avons pas eu besoin de parler pour prendre la même décision. Nous arrivons en fin d'après-midi. La première chose que mon beau-frère décide de faire est de traîner sa sœur et son neveu voir un médecin. Résultat, Mathias n'est pas très gros, mais rien d'inquiétant. Il ne semble souffrir d'aucune carence. En revanche, Emma est à la limite de la dénutrition. Elle ne pèse que 45 kilos pour 1,70 m. Il nous conseille en aparté de ne pas lui donner trop de nourriture d'un coup, de fractionner ses repas et de privilégier les aliments riches en protéines. Inutile de faire des mystères, docteur, l'interrompt-elle avec un sourire. Je connais les aliments que je dois privilégier, mais cela risque d'être compliqué dans ce pays qui manque de tout. Nous allons l'emmener à la campagne, rétorque Antoine en jetant un œil vers moi. Enfin, plutôt en montagne, pas trop loin d'ici. Antoine a réservé une chambre dans un petit hôtel pour Emma et Mathias. Nous nous y rendons en bavardant. Delattre est à Reims pour un protocole d'accord sur la fin de la guerre en Europe. La fin de cette guerre est imminente. Cependant, tant que ce n'est pas acté, tu restes notre prisonnier, Friedrich, me dit Antoine. Mais je pense que ton aide à la résistance va peser dans la balance. Nous en saurons plus d'ici quelques jours. Du moment qu'Emma et Mathias sont en sécurité, c'est tout ce qui m'importe. En attendant des réponses, je te laisse avec Emma et Mathias cette nuit. Vous avez besoin de vous retrouver tous les trois. Je sais que je peux te faire confiance. Et puis, je pourrais profiter que tu n'es pas dans la même chambre que moi pour prendre un peu de bon temps. Je ne peux m'empêcher de lui faire une accolade avec un seul bras, car avec l'autre, je tiens mon fils. Merci Antoine, merci pour tout. Je suis heureux de savoir que nous aurons cette nuit pour nous deux. J'en ai tant rêvé, j'ai tant besoin d'elle, de sentir sa peau nue contre la mienne. Emma nous observe, émue, et saute au cou de son frère dès que je le libère pour le remercier à son tour. Mais ne faites pas de bêtises tous les deux. Pas de petit deuxième avant d'être mariés, précise-t-il en riant. En ce qui me concerne, je vais en profiter aussi. Pour l'instant, allons déposer les bagages d'Emma à l'hôtel, puis nous irons dîner. L'hôtel se trouve au bord du lac de Constance. En ce mois de mai, le Bodensee s'est paré de joyeux éclats et il fait bon se promener sur son rivage. Et c'est ce que nous faisons, Emma et moi, main dans la main, pendant qu'Antoine se charge de Mathias, qui tend le doigt en l'air pour lui montrer les mouettes en essayant d'imiter leurs cris. Au moment de dîner, Emma et moi sommes surpris de voir arriver Gigi. C'est donc avec elle qu'Antoine va passer du bon temps. Mon regard croise celui d'Emma, qui doit se poser la même question que moi. Qu'en est-il son passé tumultueux de résistante chargée de séduire pour obtenir des renseignements? Alors, Major von Richter, content d'avoir retrouvé votre précieuse fiancée? Je suis aux anges, et ce bonheur, je vous le dois, puisque sans vous, je serais dans un camp, sans nouvelles d'elle et de mon fils. Disons qu'à deux, nous étions plus forts pour plaider votre cause. Jusqu'à ce que nous nous revoyions à l'hôpital de Strasbourg, je n'avais pas fait le lien entre Emma, alias Victoire, et Antoine. J'ignorais sa véritable identité comme elle ignorait la mienne. Ce n'est qu'en revenant ce soir-là que j'ai évoqué votre cas avec Antoine, qu'il a réagi au nom de von Richter. Antoine complète l'histoire. J'ai revu mes parents lors d'une brève permission. Ils m'ont dit ce qu'ils avaient su par la lettre d'Emma et ta visite pour leur remettre votre discussion. Pour être sincère, au départ, j'étais furieux. Tu avais beau avoir été une résistante, tu avais couché avec un Boche, qui en plus t'avait mise enceinte. Mais maman t'a défendu, et elle a beaucoup plaidé en faveur de Friedrich. Elle avait beaucoup d'arguments entre ce que tu lui avais confié
et ce qu'elle avait elle-même constaté. Je me suis alors dit que ce schleu devait être très spécial pour que tu en tombes amoureuse. Je souris en entendant sa tirade. Emma avait parlé de moi à sa mère. J'en avais maintenant la confirmation. Aussi, quand Gigi m'a parlé d'un von Richter, j'ai fait un bond sur ma chaise. Je devais faire quelque chose. « Et vous deux ?» demanda Emma. « Comment vous êtes-vous connus ?» Mi-octobre 1944. Après la fusion de la première armée avec les FFI, décidée officiellement par décret le 23 septembre 1944, répond Gigi. J'étais sous les ordres du général Moll, nommé général adjoint chargé des FFI, et lui sous ceux de Delattre. Nous avons sympathisé, et avec le temps, on s'est allé un peu plus loin. Pas besoin de dessin. Pendant que Gigi raconte sa rencontre avec Antoine, je surveille discrètement si Emma se nourrit suffisamment. Elle n'a pas l'air très affamée, mais elle a mangé tout son poisson. L'avantage d'être au bord d'un lac est d'avoir du poisson frais. Je l'incite aussi à goûter un peu de fromage de Tourgovie, spécialité du coin. Emma, 8 mai 1945. Depuis nos retrouvailles, Friedrich ne me lâche pas des yeux. À chaque fois, je lis dans son regard toute sa tendresse, mais aussi toute son inquiétude. Hier soir, il a constamment surveillé si je m'alimentais suffisamment, tout en faisant manger Mathias. Nous sommes rentrés tôt à l'hôtel. Notre fils était déjà endormi dans ses bras. Je l'ai taquiné à propos de son attention extrême, ses gestes prévenants à mon égard. Puis nous nous sommes embrassés fougueusement, et notre désir a tout emporté. J'ai laissé mes lèvres glisser sur sa joue, son cou, sur sa peau nue, depuis son épaule, sur cette nouvelle cicatrice que je n'avais encore pas vue, sur l'ancienne au niveau de son torse, jusqu'à son ventre et même plus bas. Nous avons fait l'amour 2 fois, et même après ces ébats torrides, sa libido n'était pas retombée. En témoignait une érection très flatteuse. Il était encore à la recherche de mes caresses impudiques, de la chaleur de ma peau. Même si mes os saillaient au niveau de mes épaules, de mes côtes et de mes hanches, je reste pour lui son Emma, la plus belle de toutes, me dit-il sans cesse. Il s'est presque excusé de son ardent désir, en arguant que ce n'était pas de sa faute, et que je lui donnais chaud. Je me suis retenue d'éclater de rire. Il était plutôt en manque. Ceci dit, moi aussi. Plus de 10 mois sans faire l'amour. Une torture. Ce matin, je me suis réveillée la première. Même Mathias dormait encore. J'étais tellement habituée à me lever aux aurores pour m'occuper des enfants. Je n'en reviens pas de sentir Friedrich tout contre moi, qui, me sentant bouger, bascule sur le dos. Dort-il encore ? J'en doute. Avec un air innocent, je caresse sa verge tendue par son érection matinale. Le soupir et le gémissement qui lui échappent me font deviner son désir. « Tu oses me provoquer, petite dévergondée ?» murmure-t-il en ouvrant un œil. « Moi ? Te provoquer ? Je n'oserais pas, Major von Richter. » Cette impudeur mérite une punition, Fräulein. J'étouffe un rire pour ne pas réveiller notre fils. Séance tenante, mon amant se glisse entre mes cuisses et recommence la félicité des plaisirs de la chair. Lorsqu'au bout d'un certain temps nous atteignons l'orgasme, il se retient d'éjaculer en moi et déverse sa semence sur mon ventre, pour la 3e fois en quelques heures. Ce n'est pas le moment de donner déjà un frère ou une sœur à Mathias. Pas avant le mariage, a dit Antoine. Friedrich s'est laissé retomber sur le dos, encore haletant. Il essuie mon ventre avec un mouchoir en s'excusant à voix basse. Pour toute réponse, je me pelotonne contre lui, profitant de ses caresses et de ses câlins. Je lui vole un doux baiser. Notre bout de chou s'est réveillé juste après. Il a eu le droit à son premier câlin de la journée, entre nous deux. Il a bien fallu nous décider à nous lever, ne serait-ce que pour prendre un petit déjeuner. Nous avons rejoint Antoine et cette fois encore, Friedrich a veillé à ce que j'aie du lait et même un œuf. Nous rejoignons ensuite tous ensemble le QG, où 2 officiers veulent m'interroger. Antoine m'a rassuré. Ils veulent avoir des renseignements sur les Lebensborn, puisque Friedrich leur en a parlé. Comme tu y as vécu quelques mois, ils souhaiteraient avoir des informations. Tu vas avoir face à toi un Américain et un Français. Friedrich s'occupe de Mathias pendant cet entretien qui va durer 2 bonnes heures. Je leur apprends tout ce que je sais,
et leur transmets toutes les informations que j'ai glanées au fil du temps, ainsi que l'existence dans mes bagages d'un certain nombre de documents que j'ai subtilisés au SS et les pellicules des photos que j'ai faites, de fiches et de courriers que les SS ont brûlés ou emmenés lors de leur fuite. J'évoque aussi les objets de valeur qu'ils ont emmenés lors de leurs nombreux voyages en camion dès la fin avril, au moment du suicide d'Hitler. Je leur délivre les noms des responsables que j'ai connus, leur dévoilant certaines anecdotes. Je sens leur malaise augmenter lorsque je leur fais part de mes soupçons relatifs aux disparitions d'enfants qui présentaient des anomalies, parfois bénignes, telles par exemple la présence de 6 orteils au lieu de 5, ce qui en soi n'empêche pas l'enfant de vivre normalement. Leur mal-être s'accroît lorsque j'évoque les enfants plus âgés qui ne seraient peut-être pas nés dans un Lebensborn, mais enlevés dans certains pays de l'Est occupés, notamment en Pologne. Même si les nazis considéraient les Polonais comme des sous-hommes. Je leur révèle les noms et les localisations de la quasi-totalité des Lebensborn. « Pourquoi avez-vous collecté toutes ces informations, mademoiselle Condeville ?» me demande l'officier américain. « Pour les enfants, monsieur, pour qu'ils aient la possibilité de savoir d'où ils viennent, s'ils le souhaitent un jour. Si certains ont eu la chance de repartir avec leur mère, ils ignoreront qui est leur père. Mais une grande majorité de ces enfants nés dans ces maternités SS ne connaîtront aucun de leurs 2 parents, car ils étaient proposés à l'adoption à des familles allemandes nazies dans le meilleur des cas. Et encore, ceux-là ont peut-être eu la chance de tomber dans une famille aimante. Les autres sont placés en foyer et manquent surtout d'affection de la part des infirmières nationales socialistes. Vous voulez dire qu'ils étaient brutalisés? Non, pas au sens où vous l'entendez. Mais un enfant a besoin d'être aimé, câliné, qu'on le touche avec tendresse, qu'on lui parle aussi pour se développer harmonieusement. Très peu de Schwestern le faisaient, et je me faisais souvent houspiller lorsque je prenais le temps de le faire. Mais je m'en foutais. Les 2 hommes me regardent perplexes. Ce que je leur raconte semble les dépasser. Ces enfants étaient nourris, lavés, changés, habillés chaudement l'hiver, mais comme s'ils étaient des objets ou des animaux. Et encore, même aux animaux je leur parle. C'est par la communication que le langage d'un enfant évolue. Si on ne communique pas avec eux, en leur parlant, en les touchant, ils ne se développeront pas normalement, et ils peuvent même en mourir. Mon fiancé sent mon émotion et prend ma main. Ce simple contact me réconforte et me permet de poursuivre avec mes motivations à regrouper des informations. Quand Friedrich m'a caché dans le Lebensborn de la Morlaix, je ne pensais pas découvrir tant de choses. Mais le secret qui entourait ce foyer, comme le fait qu'aucun civil de la ville n'y travaillait, que même les militaires de la Wehrmacht installés tout près n'y avaient pas accès, m'a intrigué. Je relate à mes interlocuteurs que là-bas, je n'ai pas trouvé d'informations essentielles et que c'est seulement en arrivant à Wiesbaden que j'ai commencé à découvrir plus de choses sur les applications des théories eugénistes chères au Reichsführer Himmler. Avec la débâcle, il était devenu plus facile de trouver certaines preuves. Alors qu'en France tout le personnel était nazi, à Wiesbaden, pour le ménage et la cuisine, étaient employées des femmes déportées d'un camp de concentration qu'elles m'ont dit s'appeler Ravensbrück. À ce nom, les 2 officiers haussent un sourcil. Je sais que les Russes et les Américains, chacun de leur côté, ont découvert un certain nombre de ces camps. L'une d'elles, une Française, m'a raconté ce qui se passait là-bas. Dans ce camp de femmes, elles étaient exploitées par l'usine Siemens proche du camp. Elles étaient astreintes au travail et lorsqu'elles n'étaient plus en état de le faire, elles étaient assassinées par injection létale. Elle m'a parlé d'expériences médicales sur certaines d'entre elles, des Polonaises. Je vois à leur mine qu'ils sont en train de réaliser dans quel engrenage j'avais mis le doigt. Rien que le fait que les SS aient brûlé tant de documents à Steinhöring montre que les Lebensborn n'étaient pas des maternités ordinaires, déclarai-je. Il fallait certainement éviter que quiconque puisse identifier les crimes commis. Ils ont même détruit des documents permettant d'identifier les enfants, qui généralement portaient le patronyme de leur mère, mais qui pouvaient aussi avoir une nouvelle identité, créée pour eux. Ça a été certainement le cas pour les enfants enlevés. Je me suis rendu alors compte que j'avais eu raison de noter tout ce que je pouvais sur les enfants, leur mère et éventuellement leur père, quand je glanais la moindre information orale ou écrite.
Dans mon élan, je continue à leur révéler certaines finesses de vocabulaire que j'ai identifiées dans mes fouilles, tel le mot désinfection, qui signifie euthanasie, et réinstallation, utilisé pour extermination. Tout comme les Schwestern étaient des cobayes volontaires, elles n'étaient pas toutes infirmières, loin s'en faut. D'ailleurs, la majorité des infirmières entraient d'abord au Lebensborn comme futures mères et changeaient de foyer après avoir accouché pour brouiller les pistes. Elles n'étaient acceptées qu'après avoir été vues par un conseiller à la procréation. Il était hors de question de débarquer enceinte d'un soldat inconnu. Bizarrement, la majorité des femmes qui ont accouché à Steinering étaient domiciliées à Munich, annonçai-je. Je remets aux 2 officiers une liste de 4 adresses. L'une est apparemment l'adresse d'Ingeviermetz. L'autre était probablement un lieu de rendez-vous pour les officiers SS avec des jeunes femmes ariennes. Pour la petite histoire, cette soi-disant association Lebensborn était le bébé d'Himmler, qui se préoccupait même de la nourriture des pensionnaires, allant jusqu'à donner des conseils diététiques. Il a même prôné les bienfaits du porridge. Nous avions donc chaque matin un petit déjeuner typiquement british. Mon ton ironique fait sourire les personnes présentes. L'officier américain met fin à l'entretien et un autre est programmé le surlendemain afin que je leur remette les documents en ma possession. En sortant, le QG bruisse d'une nouvelle qui amène le sourire sur tous les visages. Antoine, qui nous a rejoints, nous annonce en effet que l'Allemagne nazie a capitulé. Ça s'arrose, s'exclame mon frère qui se reprend aussitôt en regardant Friedrich. Désolé, vieux, cette nouvelle n'est peut-être pas agréable pour toi. Au contraire, réplique aussitôt l'homme de ma vie. Tu as bien précisé l'Allemagne nazie. L'Allemagne va se relever et tirer les leçons de cette saloperie de guerre. Ce que je déplore surtout, ce sont les millions de victimes civiles de ce conflit, qui d'ailleurs n'est pas tout à fait terminé. Il reste le Japon. Mais tu as raison, Antoine, allons fêter ça. Emma, 9 mai 1945. Aujourd'hui, c'est au tour de mon Friedrich d'être convoqué. Antoine est avec lui. Pendant ce temps, je me balade au bord du lac avec Mathias jusqu'au petit port. C'est la saison des fleurs, notamment pour les centaines d'arbres fruitiers au bord du lac, et une brise légère fait voler mes cheveux que j'ai laissés libres. Puis mes pas me ramènent vers la ville. J'arpente ces rues pavées avec leurs bâtiments médiévaux, sa majestueuse cathédrale gothique, son hôtel de ville, gothique lui aussi, et ses nombreuses fontaines. Je rentre enfin à l'hôtel pour que mon bébé fasse une petite sieste. Pendant qu'il dort paisiblement, je continue à recopier en les ordonnant toutes les notes que j'ai prises dans mon carnet. J'avais commencé début mai au moment de l'arrivée des Américains à Horland, et j'aimerais finir aujourd'hui puisque je dois remettre ces notes avec le reste des documents et les pellicules photos demain matin. Je suis en plein travail lorsque Friedrich vient me rejoindre avec Antoine. Ils ont l'air tous les deux très réjouis, et je me lève de ma chaise pour aller vers eux. Mon conjoint se précipite vers moi, me soulève de terre et me fait tourner avant de me reposer sur mes 2 pieds. « Mon amour, je suis libre !» s'exclame-t-il. « Quoi ? Tu es sûr ? Je te confirme, ton fiancé est libre, Serette, intervient Antoine, mais il s'agit d'une liberté conditionnelle, car il a un contrat à remplir. Il va t'expliquer tout ça lui-même. Moi, je vais commencer à préparer mes bagages, parce que vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça, les tourtereaux. Sur ce, à plus tard. » Et le voilà parti, tout guilleret. Je reste abasourdi, et mon regard s'ancre dans celui de Friedrich, dans l'attente de la suite. Comme Antoine vient de le dire, il y a des conditions à ma liberté. Lesquelles ? Demandai-je, plus intriguée qu'anxieuse. Je vais travailler pour le commandement militaire à Baden-Baden, pour la zone occupée par les Français, sous les ordres de De Lattre. Pour l'instant, il est trop tôt pour savoir comment les choses vont évoluer, mais l'Allemagne pourrait être divisée en 4 zones d'occupation. La France occupant une zone prise sur celle des États-Unis et du Royaume-Uni. Il poursuit en me précisant que les Britanniques cèdent la Sarre, le Palatinat et les territoires sur la rive gauche du Rhin jusqu'à Remagen, comprenant Trèves, Coblence et Montabor. Les Américains, quant à eux, cèdent le sud de la République de Bade, le sud de l'État libre populaire de Württemberg, le cercle de Lindau sur le lac de Constance et 4 cercles de la Hesse sur la rive droite du Rhin. Quel va être ce travail dont Antoine a parlé, mon Kierge ? Quelque chose que je sais faire depuis que j'ai été nommé à Rouen. Interprète-traducteur ?
Bravo, je vois que tu suis, ma chérie. Il écope une tape sur le bras, ce qui déclenche son hilarité. En réaction, il m'en serre dans ses bras avec une lueur espiègle dans ses yeux bleu-gris. Attention, future Frau von Richter. Herr Major, tu n'es plus militaire. Je ne te crains absolument pas. Revenons à nos moutons. Tu vas donc vivre à Baden-Baden? C'est loin? Un peu moins de 200 kilomètres d'ici, mais à 60 kilomètres de Strasbourg, donc tout près de la France. Es-tu prête à me suivre, Schatz? Son air est devenu suppliant. Il doit s'imaginer que je veux retourner en France maintenant que la guerre a pris fin. Mon amour, je t'ai attendu près de 10 mois. Maintenant que tu es près de moi, ne crois pas que tu vas te débarrasser de moi si facilement. Quand partons-nous? Demain matin, comme ton frère. Mais nous allons d'abord à Feldberg, et lundi à Baden-Baden. J'imagine que tu as envie aussi de revoir tes parents, my Liebling. Ton frère t'y emmènera dès que ce sera possible. Rien ne presse, du moment que je peux leur écrire sans me censurer. Ce que je veux, c'est être avec toi et Mathias. Notre bébé a besoin de toi, et vous commencez seulement à vous connaître. Et moi, j'ai besoin de toi, insistai-je, en nichant ma tête dans son cou pour humer l'odeur de son parfum boisé. Mon ex-officier effleure mon front de ses lèvres chaudes, me susurrant des mots tendres. Je me détache de lui un bref instant pour lui voler un baiser. Mais notre petit ange vient de se réveiller. Friedrich le prend délicatement dans ses bras et lui caresse la joue. « Hallo, mein Söhnchen !» Le bébé l'observe de ses grands yeux azur et lui fait un grand sourire. De retour du restaurant où nous avons dîné avec mon frère et Gigi, je chante une berceuse à Mathias comme chaque soir. Mais désormais Friedrich me tient compagnie, et nous chantons chacun la nôtre, moi en français et lui en allemand. Au bout de quelques minutes, notre bébé dort, son ours serré contre lui. Blotti contre le torse de mon homme, je pourrais rester des heures ainsi, mais Friedrich m'incite à me lever et m'entraîne vers notre lit sur lequel il me demande de m'asseoir. Il s'éloigne quelques secondes pour fouiller les poches de sa veste, revient vers moi, cachant ses mains dans son dos et me demande de choisir. Main droite ou main gauche? Main gauche, celle du cœur, rétorquai-je en souriant devant cet enfantillage. Il tend vers moi sa main refermée et déplie lentement ses doigts pour révéler un écrin. Je le regarde ébahi l'ouvrir et dévoiler une bague. Une marguerite aux pétales de diamant et au cœur de saphir sur son anneau d'or repose au creux de sa paume. Je t'ai demandé le soir où tu m'as fait une crise de jalousie au Lutetia si tu voulais être ma femme, et tu m'avais répondu « C'est Friedrich que je veux ». Ce soir, je réitère ma demande. Veux-tu m'épouser? De manière protocolaire avec cette bague, car je tiens à certaines traditions. Mon cœur s'est emballé, et je reste muette une fraction de seconde. Elle est magnifique, mon amour. Et ma réponse reste la même, rétorquai-je pendant qu'il me passe le bijou au doigt. J'enroule mes bras autour de son torse et je couvre son cou de dizaines de baisers en guise de remerciement pour cette splendide bague si symbolique. Puis je l'embrasse à pleine bouche, prélude à une nuit d'amour ardente. Emma, 10 mai 1945. Il fait très chaud et j'ai revêtu une robe légère, celle que j'avais mise lors de ce 14 juillet 1943, lorsque j'avais donné rendez-vous à Friedrich pour lui montrer le panorama de la côte Sainte-Catherine. Mais je n'oublie pas de prévoir un gilet. J'habille Mathias tout aussi légèrement. Friedrich est en civil. Je le contemple admirative. Je ne l'ai pas revu en costume et chemise-cravate depuis Paris en mars 1944. Dieu qu'il est beau. Il attrape son fils et le serre dans ses bras, puis il m'embrasse avec ardeur. Je me délecte du goût de ses lèvres pendant ce court instant et je me grise de son odeur corporelle associée à son parfum. Puis je récupère Mathias pendant que mon futur mari se charge de nos valises. Antoine nous attend dans la voiture avec Gigi. Nous faisons un bref passage au QG pour déposer les documents et différentes pièces promises avant de prendre la route qui doit nous mener à Feldberg. Je découvre dès la sortie du Berlingen des paysages vallonnés de toute beauté. Je suis étonnée d'arriver rapidement dans la région de la forêt noire, si chère à Friedrich. Je tombe moi-même sous le charme des villes que nous traversons, comme Löffingen, des vues sur les sommets arrondis,
Nous longeons même le Titisee, entouré de forêts de sapins. Je suis littéralement subjuguée par ce cadre romantique. « Et tu n'as pas encore tout vu, me souffle mon amoureux. Nous sommes presque arrivés à Feldberg. » Je veux bien le croire. J'ai hâte que vous découvriez votre famille, mes trésors. Cette simple phrase m'émeut, et si mon visage affiche une joie non feinte, j'éprouve un peu d'appréhension. Et si je ne plais pas à ses parents? Je n'ai pas le temps de trop m'appesantir. La voiture s'arrête devant un énorme chalet en bois sur un soubassement en pierre, avec son toit de bardeaux en croupe descendant très bas sur les côtés et des volets bleus. L'hôtel tenu par sa mère. Nous descendons tous de voiture. Friedrich attrape Mathias, qui sourit, exhibant ses 6 dents, pour le porter contre lui, et glisse sa main libre dans la mienne pour m'entraîner dans la demeure. Je sens le stress m'envahir. Mon estomac se noue, mes mains sont moites, et mon homme doit le sentir. Il ouvre la porte, nous fait entrer avant de refermer la porte derrière lui. J'ai laissé passer Antoine et Gigi devant moi. « Ça va aller, Schatz, il t'aime déjà sans te connaître », m'assure-t-il avec un clin d'œil entendu. J'inspire profondément pour dissiper l'anxiété qui me fait trembler. Je lui souris et je cherche de nouveau sa main. « Mutti, c'est moi, Friedrich. » Il a à peine prononcé ces quelques mots qu'apparaît une quinquagénaire, un peu plus petite que moi, vêtue simplement d'un chemisier blanc et d'une ample jupe noire, recouverte par un tablier imprimé noir et rouge. Les cheveux châtain clair, elle ressemble à Friedrich, ou plutôt c'est lui qui lui ressemble. Ses yeux clairs s'illuminent en nous voyant. Elle affiche un large sourire. « Emma, que je suis heureuse de te connaître enfin !» s'exclame-t-elle avec un enthousiasme qui ne dément pas ses paroles, tout en m'étreignant. « Friedrich m'a tant parlé de toi dans ses lettres. » Depuis que je suis en Allemagne, j'ai appris à me contenter de ces étreintes de la part des personnes qui m'ont voué un peu d'affection, ou d'une poignée de main pour les autres. Les bises m'ont manqué, mais je les ai retrouvées avec mon frère. Toutefois, rien ne vaut les baisers de mon Friedrich. Moi aussi, je suis ravie de vous rencontrer, Frau von Richter. Je t'en prie, pas de chichi entre nous. Appelle-moi Adi. Mon vrai nom était Adélaïde, mais c'est bien trop long. Tu es magnifique, bien plus que dans les descriptions de mon Friedi. Friedi? Vraiment? Ce petit surnom n'est pas tombé dans les oreilles d'une sourde et me fait hausser les sourcils, ce qu'a remarqué le Friedi en question. Mais il n'a pas le temps de réagir, car sa mère s'adresse soudain à lui. « Espèce de grand bonnet, tu m'avais caché qu'elle était d'une si grande beauté. » Amusé, le fiston hausse les épaules. Il doit être habitué aux saillies de sa mère, qui se tourne vers notre blondinet, parfait mélange de Friedrich et moi. Ses cheveux sont très blonds, comme les miens, et il a finalement aussi hérité de la couleur de mes yeux, alors qu'ils étaient bleu-gris au début, mais leur forme est celle de ceux de son père, dont il tient aussi la bouche. Le pouce dans sa bouche, le regard de notre petit ange fixe sa grand-mère paternelle, avant de lui offrir un sourire timide et de se réfugier contre la poitrine de Friedrich. Adi semble envoûtée par son petit-fils, à qui elle parle avec douceur pour l'amadouer, ce qui ne tarde pas. Friedrich lui présente aussi Antoine et Gigi. Bien sûr, la présence de mon frère l'intrigue, et mon chéri lui explique rapidement comment Gigi, ancienne résistante dans le même réseau que moi, est intervenue en sa faveur et comment il a fait la connaissance de son futur beau-frère en devenant son prisonnier. Adi pourvoit ensuite à notre installation à tous. Friedrich retrouve sa chambre de jeune homme et je découvre enfin son environnement familier. Mathias bénéficie même du lit de bébé dans lequel son père a dormi. Nous devons nous retrouver tous pour déjeuner, et je propose à Adi de l'aider au fourneau, ce qui la fait rire. En effet, j'ai complètement oublié que nous étions dans un hôtel et qu'elle avait du personnel en cuisine et pour l'entretien des lieux. Elle m'emmène néanmoins en cuisine car elle aime superviser la préparation des repas. Au menu, goulash de cerf et spätzle à la bière. Adi m'explique que la viande de cerf marinée a été poêlée avec des oignons puis déglacée au vin rouge et qu'elle mijote depuis. Elle me détaille ensuite la suite de la recette. Je prends ma première leçon de cuisine de la forêt noire, en l'écoutant et en assistant à la confection des spätzle. Au moment du repas, je fais de la connaissance de mon beau-père, qui s'occupe de la scierie avec quelques ouvriers âgés, car les hommes jeunes étaient tous au front et ne sont pas encore revenus.
Herr von Richter a été quelque peu surpris que nous soyons accompagnés d'un officier et d'une femme sous-officier dans l'armée française, mais ravi de nous voir tous les trois enfin réunis et de faire la connaissance de son petit-fils. Pendant le repas, il est beaucoup question de la paix et de la nécessaire reconstruction du pays. Friedrich apprend à ses parents que leur région va être sous occupation française et que lui-même va travailler auprès du commandement militaire comme interprète, dès lundi. Mais auparavant, il a dû réexpliquer à son père pourquoi il n'avait pas été gardé prisonnier dans un camp. Mathias, lui, ne s'intéresse pas à ces discussions de grands. Il apprécie ce qu'il a dans son assiette et répète à l'envi « en regardant sa mamie. Moi aussi, je me régale. Avez-vous des nouvelles de Werner demande Friedrich. Car les dernières que j'ai eues datent de l'automne 43, après la bataille de Koursk, et la retraite en Ukraine, jusqu'à Kiev où sa division a subi de lourdes pertes. Ça a été de mal en pis pour eux, répond son père. Sa division a échappé de peu à la destruction près de Tarnopol. Mais une fois de plus, il s'en est tiré. Il s'est retrouvé en Lituanie à combattre sur le Niemen et à Memel jusqu'en janvier. Les dernières nouvelles que nous avons eues datent de février et il était dans la région de Danzig. La grimace que fait Friedrich révèle son inquiétude face à cette information. Je devine à quoi il pense et mon intuition est aussitôt confirmée. J'espère pour lui que sa division a reculé suffisamment vers l'ouest pour ne pas tomber aux mains des Russes, aimait Friedrich. J'essaierai d'en savoir plus en début de semaine, avance Antoine. Merci, lieutenant Conteville, répond mon beau-père. Vous avez déjà beaucoup fait pour Friedrich, vous et votre ami Gigi. Si nous parlions de choses plus gaies, annonce Adi en regardant son fils, puis la bague de fiançailles que je porte. Quand pensez-vous vous marier, les amoureux? Mon regard croise celui de mon amant. Nous n'avons pas encore fixé de date. Nous aimerions nous marier le plus vite possible, mais je suppose qu'Emma aimerait que ses parents soient là, tout comme j'aimerais que Werner le soit aussi. Mon amour, nous attendrons d'avoir des nouvelles de ton frère avant de décider d'une date. Tout ce que je veux, c'est que nous ne soyons plus séparés. Je me blottis contre lui et il m'enlace étroitement. Sa mère se lève pour aller chercher le dessert et revient avec un Apfelstrudel qui me paraît délicieux. Je souris en voyant qu'elle sert en premier Mathias, qui est sur mes genoux. La première bouchée que je lui donne semble lui plaire, puisqu'il en redemande. Pendant ce temps, Adi nous sert tous. Comme mon fils, je me délecte sous le regard amusé de Friedrich. Notre bébé commence à bâiller. Aussi, je vais le changer et le coucher, non sans lui avoir chanté sa berceuse favorite. Lorsque je redescends, la discussion tourne encore autour du mariage. Dès qu'elle me voit, Adi demande où nous aimerions nous marier. J'avoue que je n'y ai pas réfléchi. Tout s'est passé si vite ces derniers jours, et puis nous allons vivre à Baden-Baden un certain temps. Donc je pense que le plus simple sera de nous marier ici en Allemagne. Cette révélation étonne autant Friedrich que ses parents. La seule chose qui m'ennuie, c'est l'acte de naissance de Mathias, ajoutai-je. Sa naissance n'a pas été enregistrée à la Morlaix où il est né, mais transmise au Standesamt L de Munich. J'ai dérobé les fiches lui correspondant quand nous étions dans le Lebensborn de Wiesbaden. Papiers d'identité, certificats médicaux, d'arianité, arbres biologiques, tout ce qui peut prouver son existence, si jamais les SS ont détruit les preuves à Munich. Mes beaux-parents me considèrent interloqué. Pour eux, leur petit-fils est né en France. Mais ils viennent de comprendre qu'en réalité, il n'a aucune existence réelle dans ce pays. Le mot Lebensborn leur semble même inconnu. Je regarde Friedrich comme prise en faute. Je ne sais pas comment réagir. Il me fait signe d'un battement de paupières et d'un mouvement de tête de poursuivre. Je vois que vous ne savez pas tout sur moi et sur les projets du Reichsführer Himmler. Je leur raconte d'abord mon passé de résistante dès l'automne 1941, puis les arrestations en mars 1944, auxquelles m'a soustraite Friedrich, en me cachant dans une maternité SS près de Chantilly, puisque j'étais enceinte, avec la complicité de Reinhardt qui, en revanche, ne savait pas que c'était pour fuir la Gestapo. Tout mon parcours, depuis la Morlaix jusqu'à Steinering, en passant par Wiesbaden, est retracé, et m'amène à confier tout ce que j'ai découvert sur les Lebensborn. Je vois mes beaux-parents se décomposer au fur et à mesure, jusqu'à ce que mon beau-père explose. Je savais qu'Hitler et sa clique étaient des fous dangereux, mais ça c'est le pompon. À mon avis,
Tu n'as pas fini d'apprendre des tas de choses plus horribles les unes que les autres, précise Friedrich. Tu n'imagines pas ce qui se passait dans les camps où étaient envoyés les opposants au régime et les juifs. Les nazis ont aussi pillé toute l'Europe. J'ai eu moi-même entre les mains une liste d'œuvres d'art, d'ouvrages qu'ils avaient pris non seulement aux juifs, mais aussi ce qu'ils voulaient voler dans les musées ou les églises, en scène inférieure. Cette liste, je l'ai copiée et remise à Emma pour la résistance. Ont-ils sauvé ces œuvres? Je l'ignore. Mais je ne doute pas que les sbires des agences EER l'aient fait dans toute la France et dans tous les pays occupés. Et je ne parle pas des livres détruits parce que non agréés par ces cinglés. Mon frère réagit à ces spoliations des pays occupés en termes d'art. Il nous parle d'un groupe créé en juin 1943 par Eisenhower, les Monuments Men, chargé de suivre les Alliés afin de récupérer ces très nombreuses œuvres d'art dérobées par les nazis. Ce groupe compte environ 350 hommes originaires de nations différentes, pour la plupart des directeurs ou conservateurs de musées, des historiens d'art, des architectes, des artistes, des militaires ou des universitaires, chargés de retrouver plus de 5 millions de tableaux et sculptures emmenés ici en Allemagne. Ils travaillent sur le terrain dans le cadre de la branche opérationnelle du SHAEF, le Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force en Europe, commandé par Eisenhower. J'ai croisé l'un d'eux en Bavière. Il m'a raconté que lors de la préparation de la prise de Florence, utilisée par les nazis comme plateforme de répartition des approvisionnements, du fait de sa position centrale en Italie, les troupes alliées se sont fondées sur des photographies aériennes fournies par les membres de leur groupe, sur lesquelles étaient marqués les monuments d'importance culturelle, de manière que les pilotes puissent éviter de les endommager pendant les bombardements. Je regarde Friedrich, qui avait vu les résultats des bombardements de Rouen, sans parler de ceux du Havre. Je ne peux retenir la remarque qui me brûle la langue. Dommage qu'il ne l'ait pas fait à Rouen et au Havre. Je sais, Serette, mais c'est déjà une bonne chose que ce groupe existe. Ils ont déjà découvert de nombreuses caches depuis le mois de mars. Leur chasse au trésor va certainement durer un moment, car elles ont peu de moyens et tout ne sera peut-être pas retrouvé. Mais les œuvres retrouvées vont à terme être rendues à leurs propriétaires, s'ils sont encore en vie, ou à leurs héritiers. En attendant, la guerre est finie en Europe et dans tous les pays il va falloir reconstruire, fournir aux populations de quoi vivre décemment, conclut fataliste. Et ça ne va pas être facile avec toutes ces destructions, toutes ces vies détruites du côté des Alliés comme du côté allemand. Ce que je crains le plus, ce sont les rancœurs des autres nations envers les Allemands, assimilés aux nazis pour beaucoup. Friedrich, 10 mai 1945. Quand j'ai vu que les paupières d'Emma commençaient à s'alourdir, j'ai souhaité une bonne nuit à tout le monde et je l'ai entraînée dans ma chambre. Le simple fait de monter l'escalier semble lui avoir donné un petit coup de fouet et l'a réveillée. Je referme la porte derrière nous. Enfin seul. Pas tout à fait, puisque Mathias est dans son petit lit, mais il dort comme un angelot. Emma est face à moi, debout, ses grands yeux bleus ancrés dans les miens. Je m'approche d'elle encore plus près et la fais reculer jusqu'au mur derrière elle. Mon visage est à quelques centimètres du sien et je caresse sa mâchoire avec mon pouce. Ses lèvres s'entrouvent et sa respiration s'accélère sous mon doigt. Je plaque mon corps contre le sien et sa bouche s'avance à la rencontre de la mienne en un délicat baiser. Mais je plonge dans son cou que j'effleure de mes lèvres avant de remonter vers les siennes que j'entr'ouvre avec ma langue. Son souffle se mêle au mien et nos langues se livrent à une danse langoureuse. J'ai soif de ses baisers. Je veux tout d'elle, la posséder tout entière. Ses doigts s'enroulent autour de ma nuque. Je fais descendre la fermeture de sa robe qui glisse au sol. Tout en continuant à m'embrasser, elle l'enjambe et l'envoie valser d'un coup de pied. Ma main caresse son ventre et glisse jusqu'à sa cuisse pour la replier et la bloquer sur ma hanche. Je saisis un de ses seins et effleure son mamelon. Elle gémit de plaisir dans ma bouche. La tension est à son comble en nous. Je déboutonne mon pantalon et écarte sa culotte pour m'insérer lentement en elle. Elle semble retenir son souffle et tressaille. Mon sang est en ébullition. Je continue à explorer sa bouche tout en allant et venant en elle de plus en plus vite. Je sens ses membres se contracter. Elle est au bord de la jouissance
et lâche alors mes lèvres, s'agrippe à moi. Tous ses sens explosent. Et je la rejoins, mon désir éclatant en elle. Nous restons un moment immobiles, haletants. Puis elle me contemple de ses grands yeux turquoises et presse ses lèvres contre les miennes. Je ferme les yeux, savourant ce moment, sonné d'amour. Elle enfouit son visage dans mon cou. Ich liebe dich, prononce-t-elle. Passant la main derrière sa nuque, je caresse sa joue. Ich auch meine Liebe, lui susurrai-je.